Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là. Natacha Vazder, la présidente, m'a confié la tâche très intimidante pour moi d'interroger des virtuoses de l'interview que sont François Angelier et Nicolas Martin. Et juste pour vous dire, on parle d'utopie ici, voilà. Et moi je suis très touché de faire ça parce que pour moi, la radio utopique, ce serait une radio peuplée d'émissions comme Mauvais Genre et comme La Méthode Scientifique. Et je voulais aussi ajouter que ce sont là des voix avec lesquelles j'ai passé un nombre peut-être déraisonnable d'heures. Donc Mauvais Genre, par exemple, est dans sa 25e année. Et je ne compte pas les proto-Mauvais Genre qui ont existé depuis bien avant. 92. Voilà. Et qu'on ne m'accuse pas de mal préparer les émissions, je pense avoir écouté au moins 90% des Mauvais Genres depuis le début de leur existence. Donc ça fait, on va dire... Ça fait un petit peu moins de 1000. Voilà. Parce qu'on en est à 1100 à peu près. Donc ça doit faire dans les 980. Voilà. Quelques mois continue d'écoute. Voilà. Et pour l'émission de Nicolas, qui a duré 6 ans jusqu'à très récemment, voilà, j'étais aussi un auditeur très régulier, comme nombre de mes confrères scientifiques et comme beaucoup d'auditeurs. Et ce sont 2 émissions qui ont la caractéristique d'avoir, même l'émission de Nicolas Martin qui parlait de science, d'avoir laissé une large place à l'imaginaire. Et voilà, je vais leur laisser de la parole, simplement pour ajouter que quand on a passé autant de temps avec des voix comme ça, et à prendre du plaisir à écouter les gens, je pense qu'il se passe un mécanisme dans la tête qui associe ces voix-là, ces personnes-là à votre famille, à votre tribu, à votre clan. Donc vous ne le savez pas, mais vous êtes un peu ma famille. Je pense que vous êtes un peu partout dans votre famille, dans votre tribu. Donc ça doit être merveilleux comme ça d'être partout dans sa famille. Tu sais que ça a été théorisé. Hein. Ça a été théorisé. Ça s'appelle l'homme invisible. C'est vraiment avant que nos visages soient malheureusement affichés partout sur les podcasts et qu'on soit connus. Moi, j'ai fait de la radio parce que j'adorais la radio, parce que j'ai écouté les radios libres, des radios pirates. Quand j'avais 13 ans, je bricolais mon téléphone pour enlever les fils, pour les connecter à ma platine cassette, pour pouvoir diffuser de la musique en direct. Bref, vraiment, j'avais cette passion de ne pas connaître et de ne pas savoir qui étaient ces personnes qui m'étaient si familières. Et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire de la radio. Et je ne sais pas s'il faut regretter ou pas, parce que c'est l'air du temps, etc. Mais cette extrême proximité-là, de parler aux gens directement, dans les foyers, dans les voitures, de discuter directement, et ce sentiment de proximité, c'est exactement le sel de la radio, et c'est ce qui fait que c'est un média irremplaçable, et pour lequel, même si je l'ai quitté après 20 ans, je garderai toujours une tendresse et un amour profond, quoi. Très bien. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas vraiment l'équivalent de vos émissions, par exemple, à la télévision? Pourquoi la radio en fait un support et qu'on peut craindre le futur de ça, avec notamment la disparition de la redevance? Comment expliquer qu'une émission comme Mauvais Genre, il y avait tout à l'heure une table ronde sur Temps X, et la question s'était posée, pourquoi il n'y a pas eu un autre Temps X? Pourquoi il y a encore cette niche, et bien heureusement, dans la radio et pas à la télévision, François Angelier? Ça, je me pose la même question depuis au moins une vingtaine d'années, c'est-à-dire pourquoi, au hasard, Arte ou France 3 à 3h du matin n'ont pas créé l'équivalent télévisuel de Mauvais Genre. C'est pas bien compliqué. Je regarde souvent l'émission 28 minutes. Vous avez un plateau avec 5 ou 6 personnes autour. Vous pouvez faire la même chose. Vous prenez quelques personnes, vous concevez des sujets, vous prenez quelques thèmes. Ce serait très simple. Il n'y a pas l'équivalent d'un Mauvais Genre sur Arte, par exemple, ce qui me semble toujours, d'autant plus que Bruno Patino, qui est directeur général, est un ancien patron de France Culture. Donc je me pose la question, il n'y a pas de magazine de genre sur les télés publiques ou même les télés privées. Ça, c'est vrai, c'est une réelle question. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a encore 20-30 ans, on était quand même encore dans un public de niche, une marginalité. Aujourd'hui, la culture de genre est devenue la culture générale. C'est un patrimoine mondial, c'est quelque chose que tout le monde partage via la télévision, le streaming et tout ce qu'on veut. Effectivement, il y aurait besoin, à mon avis, d'une sorte de magazine d'actualité permanente des cultures de genre.
Alors, pourquoi? Vous savez, c'est compliqué. Il y a des espèces de connexions qui se font. La connexion ne s'est jamais faite avec les princes qui nous gouvernent, c'est-à-dire avec les directeurs de chaîne, parce que pour eux, peut-être, ils ont peut-être 50 ans de retard, après tout, pourquoi pas, c'est encore une culture marginale, une culture pour adolescents, une culture qui n'est partagée que par un public très particulier, ça ne touche pas... Bon. On a beau avoir des millions de téléspectateurs ou de spectateurs pour Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux et tout, ça ne connecte pas. Donc je ne sais pas, là il y a véritablement un problème, je dirais, de légitimité, d'évolution des mentalités, quelque chose qui ne fait pas. Temps X a été une exception. Je ne sais pas les dates de Temps X, c'était dans les... Ça a dû s'arrêter vers 86 ou 87, après 8 ans. Oui. D'autant plus qu'on ne peut pas dire, d'une certaine façon, que à la télévision, par exemple, ou même à la radio, le fantastique ou la science-fiction a été banni, ignoré ou totalement marginalisé. Il y a eu pendant très longtemps, mon grand âge me permet d'en parler, des programmes, La caméra explore le temps, Le tribunal de l'impossible. Vous avez à l'INA une collection de DVD formidable sur toutes les réelles et les productions ORTF liées au fantastique, à la science-fiction, au bizarre, à l'insolite. C'est en très grand nombre. C'est une collection qui a déjà une trentaine, une quarantaine de propositions. Donc, d'une certaine façon, ça a été reçu. C'est une culture qui, dans les années 70, au début des années 80, a été reçue, était présente. Elle a été évincée. Il serait bon qu'elle revienne. Nicolas, un avis en incluant aussi la science ? Oui, alors moi pour le coup, je pense que j'ai des éléments de réponse pour être passé pendant 3 ans à la télévision pour monter un programme qui s'appelait Entrée libre et qui était un programme de reportage culturel à 20h sur France 5 présenté par Laurent Goumard que j'ai contribué à créer. Et malheureusement, ce qui est vrai pour les cultures de genre est à mon sens encore plus criant pour la science. Et je l'explique, et c'est malheureusement assez triste, par l'extrême... comment dire, pour pas être trop insultant, mais lâcheté, pleutrerie, imbécilité globale des personnes qui dessinent et qui décident des programmes télévisés, même sur le service public, puisqu'en l'occurrence moi je travaille pour France 5. J'ai été contacté là récemment, après là au printemps, parce que Arte lançait un appel d'offres pour une nouvelle émission scientifique, et on m'a bien dit qu'il fallait surtout qu'on ne prononce pas le mot de science, parce que ça fait peur. Pour Arte, vous imaginez ? Il fallait qu'on parle de découverte. Voilà. Non, mais c'est une réalité. Hein. Donc, quand j'ai Alexandra Delbo qui présente le Journal des Sciences maintenant, qui a été dans mon équipe, qui est une jeune femme absolument brillante, qui m'a aidé pendant toutes les radiographies du coronavirus, est partie travailler pour l'émission C'est Jamy sur France 5, qui était une émission à vocation scientifique. Elle a été virée au bout de 4 mois parce qu'on lui disait qu'elle était trop scientifique et qu'il fallait qu'on fasse de la découverte. Donc la science, comme le genre, ça fait peur parce que ce sont des décideurs et des décideuses d'ailleurs qui n'y connaissent rien, qui n'y comprennent rien, et qui pensent que ça ne concerne personne, que c'est des programmes de niche, que ça n'intéresse pas, que c'est trop compliqué. Donc il faut surtout pas faire peur aux gens. Pour parler de quelque chose que j'ai vécu et très mal, et qui explique d'ailleurs le fait que je sois parti au bout de 3 ans, et d'ailleurs la 3e année, ça a été l'année, j'ai failli partir au bout de 2 ans tellement c'était pénible. Entrée libre, qui était donc une émission de reportage culturel à 20h, de reportage, donc pas des plateaux, donc on avait l'ambition d'aller filmer la culture, de faire des belles images, de rendre compte du travail des artistes, d'aller dans les coulisses, de faire des sujets transversaux, de parler du jeu vidéo, de faire des grands sujets sur l'évolution de la figure du vampire au cinéma, bref, enfin voilà, de prendre la culture à bras le corps, de faire aussi des interviews de grandes stars. Moi, j'ai des interviews absolument merveilleuses de Sheila qui nous raconte les scènes où elle tire à la mitraillette dans un film de Raoul Ruiz, ou de Nana Mouskouri qui nous présente ses robes et qui montre la robe qu'elle avait quand elle était enceinte et qu'elle allait chanter sur scène, et qui nous raconte comment elle a vécu le fait d'aller faire un album à New York à 24 ans avec Quincy Jones. Donc des gens qui nous racontent des choses qui sont évidemment des choses passionnantes même dans la culture grand public, et en permanence. Et puis on faisait aussi de la culture un peu plus pointue, de la découverte, du théâtre, de la musique, bref, d'artistes moins connus.
j'ai été confronté pendant 3 ans, en permanence, de manière quotidienne, à des gens sur France 5 qui me disaient « Non, ça n'intéresse pas les gens, c'est trop compliqué. L'émission idéale d'entrée libre, tu parles à des seniors. » Non, c'est intéressant ça. Tu parles à des seniors, c'est-à-dire parce que les enquêtes montraient qu'effectivement le public a plutôt 60 ans, mais sauf qu'un public de 60 ans en 2010, c'est des gens qui étaient adolescents en 1968 et qui à 20h ne vont pas regarder le journal télé, mais veulent du programme culturel. Mais ces gens-là, on m'a seriné pendant 3 ans de dire il faut que tu fasses Michel Sardou, Sylvie Vartan et hommage à Claude Nougaro tous les jours. Et parce que c'est ça qui intéresse les gens. Donc voilà, c'est de la méconnaissance de gens qui sont totalement coupés de la réalité du monde, qui ne sont pas curieux, qui n'ont pas de... je pense qu'il y a, évidemment, tout n'est pas blanc ou noir, qu'il y a des gens... Bruno Patinaud est un type tout à fait brillant, etc. Mais néanmoins, il y a un défaut de curiosité, des a priori... historique et un manque de courage, un manque d'intelligence, un manque de curiosité. Et on arrive aujourd'hui, et moi je trouve ça déplorable, qu'on est en France et sur la télévision publique française et sur la télévision française tout court, il n'y a pas un seul programme de vulgarisation scientifique, pas un. Il y a des documentaires, la case de France 5, c'est une catastrophe. C'est des documentaires européens, c'est le mystère des pyramides, l'enfant, le masque de fer et les pharaons maudits, grosso modo. Ça va plaire à François, je pense. Oui, non, mais si c'était traité comme ça, ce serait intéressant. Il y a une case documentaire sur Arte qui est un peu plus intéressante, mais il n'y a pas de programme de vulgarisation scientifique à la télé française, et je trouve ça lamentable. Oui. Voilà. Je sais que nous autres scientifiques, on l'a réclamé à chaque fois qu'on en a eu l'occasion dans des rencontres avec le gouvernement, mais ça n'a jamais rien donné. Peut-être on peut s'accrocher à des notes d'espoir. D'abord, Nicolas Martin, vous avez quitté la méthode scientifique, mais l'émission sous un autre nom, la science CQFD, continue d'exister et sur les mêmes principes, tout en continuant à donner aussi un temps à la science-fiction. Et Mes Mauvais Genres est toujours là et bien vivant. Alors, l'évolution sur ce quart de siècle et un peu plus de l'émission et de la réception. Est-ce qu'il y a toujours le même vivier pour l'alimenter, la même érudition qui vous tient tant à cœur, ces mêmes personnes un peu folles qui se sont lancées corps et biais dans un sujet, je ne sais pas, les terres creuses, je ne sais pas, que vous aimez tant. Est-ce qu'il y a toujours autant de clients? De toute façon, c'est une émission qui fonctionne sur une donnée de base qui est l'enthousiasme et la sincérité. L'enthousiasme, on ne parle de ce qu'on aime vraiment, qui vous a vraiment saisi, possédé, enthousiasmé au sens fort. Le Dieu est en nous. Quel Dieu, ça je ne sais pas, ça peut être le Dieu des ténèbres. Et puis possédé, je veux dire, c'est un sujet, on sent la nécessité absolue de parler d'un objet. Les objets dont on parle, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il faut absolument en parler. Donc ça se maintient depuis 25 ans, je crois que c'est un peu la marque de fabrique. On aurait on aurait du mal à trouver dans les 1100 émissions une seule émission faite par complaisance ou parce qu'à la limite on en parle ailleurs ou ça, c'est toujours par comme ça, adhésion profonde. Donc ça c'est sûr. Il est évident qu'entre 1997, fin octobre et je dirais septembre-octobre 2022, on va fêter nos 25 ans. Les choses ont bien évidemment totalement bougé. Rendez-vous compte, en 97, il n'y avait pas de DVD, Internet était un peu à la portion congrue, la culture de genre était encore considérée comme une culture de niche, une culture marginale, une culture quand même un petit peu destinée soit aux gens qui voulaient se divertir, soit aux pervers. Donc voilà, c'était un petit peu un contexte. Je me souviens toujours qu'à l'époque, j'avais annoncé dans une réunion de production à France Culture qu'on allait consacrer 1 heure aux Vierges de Satan de Terence Fisher qui venait de sortir en vidéo. Silence opaque autour de moi. On me regardait en disant attention, le maniaque est dans la pièce, appelons la sécurité. Donc j'exagère un peu, mais cela dit, on m'a laissé faire ça, donc il n'y a pas de problème. Donc c'était une époque comme ça, un petit peu où les choses étaient déjà là.
il y avait véritablement un mouvement engagé sur cette culture de genre qui prenait de plus en plus de place, qui était de plus en plus divulguée. Alors après, on est passé avec, bien sûr, Internet et surtout le DVD Blu-ray à une dimension, je parle pour tout ce qui est cinéma et autres, pour ne rien dire du manga, de la bande dessinée et tout ça. Donc aujourd'hui, on est confronté, pour cette pauvre émission qui fait 58 minutes hebdo, à une pléthore, à une véritable raz-de-marée d'objets à travailler. On pourrait avoir une émission d'1 heure quotidienne, consacrée exactement au même sujet. À aucun moment on ne ferait de remplissage, ou on ne ferait généralement des émissions comme ça. On serait toujours dans des choses vraiment dont je viens de parler, c'est enthousiasmantes, importantes, qui apportent véritablement, soit sur le plan historique, soit sur le plan de l'érudition, soit de la création, quelque chose de neuf. Donc aujourd'hui, on est totalement submergé. Ça, c'est absolument évident. Donc on essaie de faire face en sélectionnant ce qui nous semble quand même le plus pointu, le plus intéressant, en gardant la fidélité à certains auteurs, que ce soit des auteurs de polar, des auteurs des dessinateurs de bande dessinée, certaines maisons de vidéos. On essaie de garder la fidélité. Non, mais aujourd'hui, on est véritablement submergé. Un tsunami total de choses qui... D'autant plus qu'il y a des phénomènes récents. Je veux dire, le DVD aujourd'hui... il y a énormément de nouvelles collections, de nouvelles, d'éditeurs de DVD. Il existe ce qui maintenant dans la vidéo était avant réservé à la littérature ou aux beaux-arts, c'est-à-dire la vidéophilie, comme il y a la bibliophilie. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des très grands films chez Carlotta, chez Whiteside, chez Potemkin, qui sont édités dans coffrets avec des livres, un apparat, un luxe d'érudition, de bonus, de compléments absolument hallucinant. Il va sortir bientôt chez Potemkin un Metropolis à 100 €, qui est une véritable, c'est pas une valise, mais presque, avec dedans un livre, je crois, fait par Bernard Eisenschitz, tout un tas de bonus, voilà. Donc, cette culture-là, qui avant, était présente, reconnue comme légitimée sur une grande part, est aujourd'hui devenue véritablement impériale. Enfin, ça prend des proportions extraordinaires. Je ne dis rien pour, évidemment, la bande dessinée, où il y a à la fois la création actuelle, qui est formidable. On reçoit samedi, c'est-à-dire ce soir, Ludovic Deberme à 22h pour son ouvrage autobiographique La cendre et l'écume. Tu veux dire que c'est truqué ? Tu n'es pas en direct, c'est Non, truqué ? oulala, ne le répétez pas. Ne le répétez pas. Tu es démasqué. Mais c'est récent, le passage différé, c'est ça, hein, c'est très oui, récent. c'est récent, mais enfin, c'est inexorable, je dirais. Oui. Je ne peux pas vous donner des années qui ont été des années de bascule, mais c'est un phénomène absolument inexorable. Donc vous avez à la fois l'histoire de la bande dessinée, l'érudition, la création, aussi bien en France que dans tout le monde francophone. Donc, si vous voulez, on a affaire véritablement à un phénomène mondial. Donc, tout cela devient complètement médusant et il faudrait organiser véritablement un relais d'information sur toutes ces questions qui soit digne de ce nom. D'accord. C'est-à-dire, je pense qu'une émission effectivement hebdo à la télé et quotidienne à la radio serait pas de trop. Ce serait pas de trop, c'est évident, notamment, vous allez sous les tentes, là, voir le travail qui est fait en création. Nous avons un créateur, un auteur de fiction avec nous, la redécouverte des anciens textes de paléo-science-fiction, tout cela avec un travail de nouvelles traductions, illustrations, enfin, je veux dire, c'est considérable, c'est absolument c'est pas le considérable. Matériau qui manque, ni les gens pour pareil, le décortiquer. Et je joins à tout cela, bien sûr, l'université, qui aujourd'hui devient... faut voir toutes les thèses qui se font sur les mangas, la pop philosophie. Non, il faut une réponse des médias et de ceux qui sont là pour commenter ce phénomène, qui soit à la hauteur de la puissance, de la richesse et de l'universalité du phénomène. J'ai 2 petites choses à ajouter. La première, c'est que j'ai essayé... c'est un des nombreux échecs de ma vie. J'ai essayé de convertir François Angeli aux jeux vidéo de mauvais genre. Je voulais le raconter. Est-ce que je peux le raconter ? On appelle le faussaire des générations. Avant que tu le racontes, je veux juste te dire autre chose pour m'inscrire finalement un peu dans le sens inverse de la négativité que j'ai pu exprimer tout à l'heure vis-à-vis de la froussardise des programmes et des chaînes de télé. C'est qu'à l'inverse, on a une chance inouïe qui est la radio publique française. Et la radio publique française, on a une chance inouïe parce que pour le coup, c'est pas une émission quotidienne scientifique, c'est 2, puisqu'il y a La Terre au carré ou La Tête au carré. C'est Amezen, c'est Fabienne Chauvière, c'est Étienne Klein, c'est Aurélie Luneau. C'est-à-dire qu'on a une proposition, une diversité de programmes scientifiques qui est extrêmement riche, vraiment. Et ça, c'est une vraie chance. Et pour rebondir sur ce que disait François, par ailleurs, on a aussi une liberté totale.
Vraiment, c'est-à-dire que vraiment, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument signaler. La directrice de France Culture a connu quelques remous ces derniers jours suite à un article dans Libération. On peut en penser ce qu'on en veut. Néanmoins, Sandrine Trainer nous a toujours fait, et à François, je parle pour toi, mais je pense que je m'avance pas trop, une confiance totale, absolue. On a fait toujours ce qu'on a voulu, et elle nous a toujours soutenus dans nos choix, notamment par exemple pour le choix de la science-fiction, qui était dès le départ en fait, quand elle m'a proposé de monter la méthode scientifique, je lui ai dit il faut qu'on fasse de la SF une semaine sur deux, et ça n'a même pas été un sujet de discussion. C'était bien sûr. C'était une de mes questions. Mais... Totalement. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, et ça c'est un luxe, et il faut le dire, il faut le souligner, d'autant plus quand on le compare justement à la déchéance totale de ce que peut représenter la télévision publique sur ces mêmes sujets. Oui, c'est vrai. Là, sur la question de la liberté, c'est une question qu'on me pose effectivement par moment. En 25 ans d'émission, je n'ai jamais eu le moindre conseil, la moindre tentative de restriction ou d'interdiction de la part de la direction de France Culture. On a quand même fait une émission de 2 heures sur la pratique du fist fucking. J'allais le citer. Il n'y a pas eu de retour parce que je m'en souviens de ça. Non, on a eu des retours un peu stupéfaits, mais sur le plan de la direction, on n'a eu aucun problème de rien du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que là aussi, c'est l'intérêt de cette gestion des choses comme ça. C'est qu'à partir qu'on fait confiance aux gens, on fait une confiance totale. Il n'y a pas de confiance restreinte. Donc c'est parti, quoi. Et est-ce que vous avez une connaissance de ce qui se fait dans d'autres pays ? Je veux dire, cette liberté, cette radio publique française, est-ce qu'elle est assez exceptionnelle ou est-ce qu'elle existe aussi ailleurs, ou est-ce que vous n'avez pas trop de visibilité là-dessus ? Alors j'ai une visibilité assez limitée. Ce que je peux dire, c'est que France Culture est d'une certaine manière une forme d'exception mondiale. C'est-à-dire que alors il y a des programmes sur la radio allemande, sur la ZDF. Il y a la BBC4 qui propose aussi des programmes culturels d'assez bon niveau. D'ailleurs, il y a beaucoup de documentaires. Mais effectivement, c'est plutôt de l'ordre de l'exception. Il faut dire que la radio publique telle qu'on la connaît en France et dans certains pays d'Europe est plutôt une exception qu'une règle. Il y a pas beaucoup. Il y a NPR aux États-Unis, mais qui ressemble quand même beaucoup plus à France Inter qu'à France Culture. Et on a la chance, et c'est un joyau qu'il faut préserver. Et effectivement, tu le mentionnais tout à l'heure, la suppression de la redevance est évidemment quelque chose d'extrêmement préoccupant sur la pérennité et la possibilité de préserver ce très très bel outil et cette université populaire gratuite, enfin, même si c'est une partie de la redevance, mais c'est 3 euros, 8 euros de la redevance, qu'est France Culture. Oui, on le ressent. Oui, la rencontre cosmique que je voulais évoquer brièvement prouvait aussi que j'écoutais quand même ces émissions. En 2011, apparaît dans Mauvais Genre une rubrique jeux vidéo présentée par un certain Nicolas Martin, qui présente le jeu Portal 2, que j'ai alors acheté et auquel mes enfants jouent encore, parce que c'est probablement le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Et il y a eu peut-être, vous le savez mieux que moi, 1 ou 2 ou 3 autres, mais ça a rien donné. C'était trop, c'est comme l'absorption de... C'est pas trop Mauvais Genre. Explique-toi maintenant. Explique-toi devant le public. Je suis le petit personnage de l'Azizani. Je vais rendre des comptes. Non, effectivement, moi je suis absolument... je ne pratique pas et je ne connais rien à l'univers du jeu vidéo. C'est affaire de génération, quoique, bon, il y a des gens qui appartiennent à ma génération qui y jouent abondamment, mais moi, alors, je ne suis pas moteur sur ce... Vous pouvez me parler de tout le reste, mais les jeux vidéo, ne les pratiquant pas, je ne suis pas moteur. Même les jeux Lovecraftiens ? Même, oui, enfin, je connais vaguement comme ça, mais donc là j'avoue qu'il y a une carence. Je te prêterai The Sinking City. Voilà, c'est ça. Donc il y a une carence, et bon, je confie aux générations futures le soin de supprimer cette carence et de combler cette dent creuse, mais c'est vrai que là, il y a une limite, là. D'accord. Mais pour la petite anecdote, j'avais proposé il y a quelques années de ça, c'était avant la méthode scientifique, j'avais proposé à France Inter, avec mon camarade, mon partner in crime Simon Rio, de faire une émission qui s'appellerait Le Musc et la Palme.
et qui traiterait exclusivement de jeux vidéo, de comics, de pornographie et je ne sais plus quel était le troisième. Enfin, on a de faire une sorte de revue de détails comme ça, un peu cracra. Et j'ai jamais eu de réponse. Mais sur la pornographie, je pense que ça va devenir compliqué parce que l'humeur du temps et les tendances actuelles sont pas vraiment dans ce sens-là. Je regardais le numéro ce matin de Libération sur Jackie et Michel. Bon, il y a des accusations fondées sur toute une série de délits et de comportements, mais c'est vrai que c'est un sujet qui a été innocent et qu'on a traité avec une espèce de jovialité assez comme ça, un côté roboratif. Je sais pas si aujourd'hui ce serait toujours envisageable. Mais Christophe Beer est toujours là pour... Christophe Beer est fondamental. Il y a Céline Duchesnay en ouverture, Christophe Beer en fermeture. Est-ce qu'il n'y arrive pas parfois qu'un invité, découvrant la rubrique de Céline Duchesnay, dise mais non, mais on m'avait pas dit, ma maman écoute. Non, ça n'arrive jamais. Non, il y a eu une fois un invité Christophe Beer faisait une chronique, on parlait de maison close et de bordel, et l'invité a dit monsieur, je ne comprends pas qu'on puisse faire une chronique amusée sur des sujets aussi graves. D'autant plus que la personne qui disait ça avait fait largement sa carrière universitaire sur la littérature érotique, et c'était assez curieux. D'accord. Peut-être que je pourrais prendre des questions du public. J'imagine qu'il y en a. Oui, attends, je t'amène un micro. Qui choisit le thème ? Est-ce que c'est un comité ? Qui choisit le thème ? Qui choisit les thèmes des émissions ? De mauvais genre ? De toute façon, c'est une émission qui a sur deux rails. C'est-à-dire, le mauvais genre s'entend comme actualité des productions de genre. Donc, il y a tous les mois ou toutes les semaines, découpage précis, polar, science-fiction, bande dessinée, vidéo. Donc ça reste. Et puis après, oui, c'est une émission familiale, c'est une émission de clan. Surtout donc d'une certaine façon, surtout celle sur le fist-fucking, très voilà, familial. Absolument. À écouter dans la voiture pour les retours de vacances un peu, dans les embouteillages. Dans les encombrements. Et donc ça se discute, comme toutes les émissions de plateau et les émissions un peu comme ça, corsaires ou d'équipage, il faut qu'il y ait un accord sur le sujet. Donc on voit les productions du moment et puis on choisit, mais on peut difficilement choisir. Enfin, je peux difficilement me trancher sur quelque chose qui ne plaît à personne, parce que sinon je me retrouverais un peu seul. Ça poserait des difficultés. On peut organiser le débat et la contradiction, mais non, oui, il y a quand même une discussion. J'ai voulu une émission familiale, et c'est bien qu'elle le reste. Et pour la méthode ? Pour la méthode, pareil, alors sur une quotidienne, il y a effectivement un rythme différent et c'est un peu la lessiveuse, hein, c'est-à-dire que tous les jours il faut repartir. Enfin, il y a très peu de pauses, d'autant que ce que les gens ne savent peut-être pas, mais c'est que sur la saison jusqu'à peu de temps, nous n'avions pas droit à des vacances, hein, de septembre à juin. On avait gentiment droit de prendre une semaine non payée en décembre et c'est tout. Donc ça fait quand même beaucoup de travail et on se tue beaucoup à la tâche. Et du coup, c'était tous les lundis soirs, on se réunissait, on lisait la presse scientifique, on posait des idées comme ça en vrac, et puis en fonction de l'actualité, en fonction des envies des uns et des autres, on décidait ça de manière assez collégiale. Et puis avec moi qui finissait par trancher à la fin pour choisir la programmation finale, mais ça se faisait de manière assez simple. D'accord. Un point commun que je trouve aussi, que je retrouve dans les deux émissions, c'est justement le fait de ne pas tomber trop dans le piège de l'actualité. Dans le sens où, François, vous l'avez expliqué, si un film sort, on attendra que ce soit un petit peu digéré, une sortie en DVD, Blu-ray, etc. On ne fait pas les sorties salles, on fait les vidéos, ce qui permet de laisser du champ et de voir. Et pour la science, qui est le sujet que je connais mieux, l'actualité scientifique, c'est très piégeux, parce que la recherche scientifique, c'est quelque chose en ébullition, fait de contradictions, et qui repose sur quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup mieux assis. Et beaucoup d'émissions scientifiques se contentent de surfer sur des news, finalement des communiqués qui sont généralement pas forcément démentis, mais qui évoluent au cours du temps. Or, dans la méthode scientifique et dans la science CQFD, on reprend régulièrement les bases. On va parler d'Einstein, on va parler d'une personnalité.
sous un titre généralement. Je ne sais pas si vous savez, mais l'émission est quand même connue pour ses titres. Hein, donc l'atome, tous à bord. Ou, voilà, il y a des. C'est peut-être pas ça, mais. Il y a le chien critique qui a organisé un vote pour Oui, les tout à meilleurs fait. titres. Je crois que l'un des gagnants, c'est le voyage dans le temps aura-t-il déjà eu lieu? C'est ça, oui. Et le Ou- extraterrestre, il est permis d'en douter. Oui, l'extraterrestre et Zone 51, et j'ai crié Alien pour qu'il revienne. Tout à fait, voilà. Ouais. Et donc voilà, ça c'est le fait de revenir sur les bases et d'aller au fond des choses sur ça, c'est quand même important et c'est assez unique dans le panorama audiovisuel. Mais alors, pour la méthode scientifique et pour la science CQFD, on avait quand même le souci de s'accrocher à l'actualité scientifique. Mais si tu veux, il y avait quelque chose d'intéressant, et surtout dans les dernières années, le Journal des sciences nous permettait d'écluser le tout venant. C'est-à-dire de traiter les découvertes, les publications, de dire voilà ce qui se passe dans le monde de la science et d'avoir un petit panorama de ce qui vient de se passer. Mais effectivement, je crois que c'est surtout intéressant dans le sens où c'est aussi ce qu'est France Culture, et c'est l'ADN de France Culture par rapport aux autres radios et par rapport à d'autres médias de flux, c'est de prendre le temps et de laisser toujours un peu le temps à l'actualité de décanter pour pouvoir s'en emparer. Néanmoins, dans la méthode, on traitait des sujets d'actualité. Parfois, on essayait d'y coller quand on pouvait sur des événements comme là, le lancement du SLS ou des choses qu'on pouvait prévoir ou des choses comme ça. Mais on a aussi souvent pris 15 jours, 3 semaines pour revenir a posteriori sur une information. Tout à fait, ouais. Pour avoir justement un peu de champ. Et le champ, c'est de la distance, c'est de la mesure, c'est de l'intelligence. Oui. Et ça permet de ne pas réagir à chaud et de produire ce qui est le pire ennemi de l'intelligence, c'est-à-dire le tout info et l'info continue, ce qui est vraiment l'incarnation de la bêtise, quoi. Et de ne pas se prendre au piège du fait que les scientifiques sont aujourd'hui obligés de faire des communiqués qui généralement exagèrent un petit peu l'importance d'un travail, etc. Et même dans le journal des sciences où vous traitiez, comme tu dis, comme vous dites, le tout venant, vous faites intervenir un expert du domaine qui permet de relativiser, de placer dans son contexte, et on voit tout de suite que oui, c'est intéressant, mais il faudra vérifier ceci, cela, etc. Un point que j'aimerais aborder, c'est que moi j'ai toujours été très, comment dire, tiraillé et un peu déçu. Je ne sais pas si c'est très français, mais dans cette division qu'on fait entre les scientifiques et les littéraires. Et je pense que Nicolas incarne très bien ça, puisqu'il a évolué dans les deux mondes. Mais je trouve aussi que dans Mauvais Genre, qui bien sûr pas de lien direct avec la science, mais il y a dans le souhait de décortiquer de l'exhaustivité, de l'érudition, une approche quasi scientifique pour finalement, vous êtes tous les deux à la recherche des mystères de l'univers, mais avec avec deux choses qui, pour moi, qui suis scientifique, mais qui est d'abord visiter les mondes de la science par les imaginaires, et qui sont pour moi complètement indissociables. Et j'ai toujours été malheureux d'être dans un pays où très tôt on mettait des cases scientifiques et littéraires. Et moi, je me retrouve dans vos émissions pour quelque chose qui me semble plus complet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, c'est sûr que l'érudition, d'abord, chacun sait que l'érudition est un département célèbre du fantastique. Borges l'a dit, après d'autres. Donc, il n'y a rien de plus fantastique qu'une note en bas de page sur un manuscrit babylonien. Ça, on entre là dans des mystères, des singularités extraordinaires. Donc, effectivement, l'enthousiasme, c'est bien, mais il faut se départir aussi d'une forme d'impressionnisme et d'euphorie comme ça permanente. Je crois que les deux... Les Caribes et Scylla, pour citer des librairies qui nous sont chères, mais sont à éviter dans une émission comme Mauvais Genre, c'est, je dirais, la dérive symptomatique et la dérive euphorique, alors fanique. La dérive symptomatique, c'est de considérer la production de genre, et ça a été une grande maladie dans ce pays, comme le symptôme de quelque chose de plus important et de plus profond. Alors, ça nous est arrivé une ou deux fois d'avoir des invités qui méprisaient de manière évidente les films ou les livres dont ils parlaient,
parce que ça n'était que, je dirais, le bouton de fièvre qui renvoyait à un mal beaucoup plus important et tout ça. Donc ça, c'est les symptômes. Quand définitive, l'œuvre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce dont cette œuvre est le signe. Donc ça, c'est une première erreur. Et la deuxième, c'est l'impressionnisme euphorique. Bon, on n'est pas là pour avoir des spasmes pendant une heure, ça n'est pas intéressant. Donc je pense que les deux, c'est de montrer cette espèce de fusion, à quel point l'érudition, l'approfondissement dans l'analyse, et Dieu sait qu'il y a mauvais genre, notamment, je vois par exemple dans les vidéos, les films, à l'époque où il y avait Jean-Baptiste Toré, il y a toujours Philippe Rouillet, il y avait des moments de délire exégétique, ça tournait au derviche tourneur, on était, oh là. Bon, mais il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait une volonté de prendre un plan, de prendre une scène et de creuser, de montrer à quel point là, l'éclairage, la manière le jeu de l'acteur, il faut descendre vraiment dans une analyse fouillée. Et je crois que c'est comme ça, c'est dans cette espèce d'enthousiasme érudit qu'on arrive vraiment à captiver et à faire passer quelque chose. Il ne faut pas être uniquement je vous dirais, effectivement, dans cette espèce de... Ressenti. Oui, le pur ressenti, c'est quelque chose d'évanescent. Après l'émission, il ne reste rien. Et puis, le côté... si à partir de cette époque, les romans policiers ont été comme ça, c'est parce que... Et on se fout complètement des romans policiers. Ce qui compte, c'est ce dont ils sont le signe. Je crois qu'il faut essayer d'avoir... je ne dirais pas d'être entre les deux, mais de dépasser ça. Alors déjà d'une, je dirais que serait mauvais genre, que serait le cinéma français sans les râles orgasmiques de Philippe Rouillet. Peu de choses. Écrit de bête. Ah oui. Formidable, incroyable. On adore Philippe Rouillet. Bref, et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, Franck, tout à l'heure, qui est à mon avis très important, et puis pour le coup, on est vraiment absolument dans le sujet. Effectivement, après un bac scientifique, j'ai fait des études littéraires et j'ai commencé ma carrière comme prof de français. Pourquoi est-ce que j'ai gardé de tout temps une curiosité pour la science pendant mes études de français, ce qui fait qu'à un moment donné, ça m'a amené d'abord à la chronique Ce qui nous arrive demain, puis à la méthode scientifique, c'est par la science-fiction. C'est vraiment, je veux dire, c'est la science-fiction, c'est la lecture de la science-fiction qui a continué d'entretenir, de nourrir ma curiosité scientifique et qui fait que régulièrement je continue à acheter de la presse vulgarisée parce que je continue à m'intéresser et pas uniquement à l'astrophysique et à l'espace, même si beaucoup, mais aussi à l'immunité, à la biologie, enfin voilà, et là pour le coup on est exactement au point de jonction, au rendez-vous des quatre, à la croisée des chemins entre la littérature et les sciences, et ce qui montre bien effectivement que cette dichotomie très française qui veut qu'il y ait des littéraires d'un côté et des scientifiques de l'autre est totalement battue en brèche par vous toutes, nous toutes et tous ici, amateurs, amatrices de science-fiction. Je vais laisser un peu la... allez-y, je vais juste porter le micro pour quelques questions. La science est aussi une affaire là aussi d'enthousiasme. Je me souviendrai toujours la fois où Albert Ducrot, là aussi, c'est les générations englouties. Albert Ducrot était à la radio le plus célèbre journaliste scientifique. Il avait toujours l'impression qu'il venait d'avoir des visions. Enfin, il avait un côté un peu visionnaire. Et la fois où Albert Ducrot a amené dans les studios, alors je ne sais plus si c'était Europe 1 ou France Inter, un petit caillou qui venait de la Lune. Mais alors, je m'en souviens, il hurlait d'enthousiasme. Il est dans une espèce d'état d'orgasme intellectuel, enfin, total. Et je crois que la science mérite et nécessite ce genre de rapport à l'événement. Sinon, bon. On va donner la parole au public. Oui, monsieur, vous avez le micro. Vous avez rappelé la voix d'Albert Ducrot, c'était extraordinaire. Oui. Je m'en souviens encore. Non, moi, c'est par rapport à la place des séries, moi. Nicolas Martin a fait des numéros extraordinaires sur certaines séries, Rick et Morty, enfin bon, ça, que je ne connaissais pas. Mais à un moment, vous en avez fait dans Mauvais genre, mais je pense que c'est assez faible comme quantité peut-être. Ah ben c'est même plus que faible, oui, on en fait très peu. Vous en faites très peu. J'étais venu parler de séries chez toi. Oui, absolument. On avait tenté, ça aussi, c'est un autre échec. Oui, c'est... mais dans notre relation longue et conflictuelle. Effectivement, mais là, à la différence du jeu vidéo, ça, je peux rattraper, je ne peux pas rattraper le terrain perdu, qui ne se rattrape jamais, mais effectivement, on peut, c'est une remarque fort
percutante et je vais réfléchir à la chose. J'étais venu te parler de Game of Thrones au tout début, non? Oui, c'est pas impossible. Là, je crois que c'était Game of Thrones pour la première saison. Il y a sûrement eu quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que là, les séries manquent cruellement. Mais là, je vais, comme en bon lâche que je suis, je vais botter en touche. Il faudrait, et qui vient d'être supprimé sur France Inter, je crois, il faudrait une émission sur les séries de Harper. Qui soit... Et il y en a une, d'ailleurs, je crois que dans l'émission de Lucille Como, il y avait les séries régulièrement. Ouais. Il faudrait qu'il y ait une émission sur les séries à France Culture, ça c'est clair. Nicolas, les séries, vous allez faire plus qu'en parler, je crois. Oula, on y va. Non, oui. Non, c'est comme vous voulez. Non, mais si, tout à fait. Ça, parmi mes nombreux projets, je peux commencer à en parler. Et effectivement, on est en développement de plusieurs projets de séries, dont une série de science-fiction qui se passe qui est une série de science-fiction, pas de hard science parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais enfin qui se passe dans le futur du LHC, au FCC, le Future Circular Collider, et les premiers résultats qui tombent sont très impressionnants puisque dès le début, aux premières lumières, des particules disparaissent. Voilà. Formidable. Et une autre série, mais là c'est encore trop tôt pour en parler. Je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, merci d'être venu nous rencontrer, parce que par rapport à la présentation qui a été faite, c'est exactement ce que je ressens, d'avoir écouté ces voix des heures, et de rencontrer, c'est vraiment super sympa, quoi. Ma question c'était par rapport je partage effectivement le fait que vous allez évidemment en profondeur des choses, etc. Et donc il y a une espèce d'intemporalité c'est vraiment intemporel en fait, les émissions, c'est pas comme beaucoup d'autres, une semaine après on sait même plus de quoi ça parle. Et par contre on peut, moi j'écoute par exemple Mauvais Genre depuis 15 ans et je sais pas du tout ce qui s'est passé avant. Et est-ce qu'il existe des archives, c'est fait dans des podcasts qui n'appartiennent pas à des radios justement? Et du coup, comment retrouver facilement tout ça, quoi? Alors effectivement, là c'est une question qu'on me pose assez souvent. Je crois que l'émission est disponible sur le site de France Culture sur les 10 ans écoulés, donc il manque 15 ans. Je sais qu'on a un archiviste général qui est un fan de l'émission, qui possède, je crois, non seulement tout ce que moi j'ai pu faire à la radio, mais également tout ce que l'émission a fait depuis 92, et qui, éventuellement, je pourrais vous mettre en lien avec lui, dispose également du document sonore. Mais si vous voulez écouter du Mauvais Genre avant 2010, je crois, je ne sais pas la date exacte, il faut passer par l'INA, ou alors par des réseaux de fans qui peuvent disposer d'enregistrements pirates ou des choses comme ça, mais bon. L'INA, c'est donc l'Institut national de l'audiovisuel. Ils ont un site qui est payant et sur lequel, une fois que vous avez acquitté le droit d'entrée, vous pouvez à peu près écouter ou voir ce que vous voulez. Je sais pas, une dramatique de Jean Kerschbron de 65, je sais pas, sur le Golem, aussi bien qu'une émission Mauvais Genre de 2007, par exemple. Voilà, mais c'est souvent au casque. Vous ne pouvez pas emporter, en tout cas pour Mauvais Genre, je me suis renseigné, il faut aller dans les médiathèques et écouter au casque. Voilà. Donc il y a d'autres chemins. Et c'est peut-être l'heure, au fait, de laisser la place. Benoît Peters. C'est Benoît Peters. Est-ce que vous pouvez aller... Je vais donner le micro, est-ce que vous pouvez aller vérifier si... Mais je crois qu'on doit... On fait attendre un professeur au Collège de France. Oui, on va s'arrêter ici. Pardon ? Il est 4h15. On a encore un quart d'heure, Franck. Nous, on reste, hein. D'accord. Très bien. Excusez-moi. Je voulais fuir. Mais non, donc il y a d'autres questions, allez-y. On se fera chasser de toute façon. C'est pas grave. On se fera chasser. La dernière fois que M. Angelier, on s'est croisés à Bordeaux, il avait évoqué l'idée pour les 25 ans de Mauvais Genre de faire un truc un peu spécial. Je voudrais savoir où c'en est. Ça en est nulle part. D'accord. Parce que comme vous l'avez bien noté en lisant la presse, la chaîne est un peu en remous. Ça c'est autre chose, c'est en interne. Mais pour l'instant, rien n'a été. J'ai sollicité. Il faut d'abord que j'ai plus de précision sur est-ce qu'on a 1 heure ou 2, comment on va faire. Mais je pense peut-être si on n'a pas une soirée, on fera quelque chose de perlé sur les 25 ans. On essaiera de. En fait, vous voulez savoir s'il y aura des sacrifices humains ?
Voilà, c'est ça. Ah bah, il y en a toutes les semaines, mais Ou de nouvelles chroniques sur les jeux vidéo. voilà, Who knows? c'est la nouveauté. Et en public, vous avez jamais pensé à faire... Ah bah non, mais le rêve de Mauvais Genre, le mauvais genre idéal, ce serait 2 heures hebdomadaires, même, enfin quotidien, 1 heure quotidien ou Ce qui 2 a été le cas les 2 heures hebdomadaires. Oui, Pendant 3 Il y a ans. des- pendant 5 ans, 5 avec ans. Olivier Poivre Il y a d'Arvor. des individus qui ont écrit pour se plaindre, on m'a dit. Oui, Il y a des gens qui se effectivement, sont- j'ai souvent des demandes, mais bon, ça dépend pas de moi. Non, cette émission qui pourrait être de 2 heures en direct et en public. Là, je crois qu'elle atteindrait vraiment une sorte de plénitude. Ce sera un côté pop club de l'imaginaire ou pop club du mauvais genre, et là, ça pourrait effectivement prendre une dimension assez étonnante, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y en a une ici. Merci à vous deux, d'abord infiniment pour toutes ces heures d'enchantement. Et par rapport à ce dont vous parliez, je pense que mauvais genre comme la méthode scientifique, c'est, j'ai l'impression que vous avez autour de vous des gens qui n'ont pas lu, qui ne lisent pas. Avec cette séparation initiale aussi de la littérature, du littéraire et du scientifique, ce qui fait que l'enseignement du scientifique, on l'a vidé complètement de son littéraire, ne serait-ce que la biographie et de faire venir ce côté concret, ce côté, bah oui, tu peux comprendre, bien sûr que c'est accessible à tous, parce qu'il y a toujours cette peur de on va pas comprendre, donc j'imagine que pour la télé, c'est ça c'est ça la barrière, c'est qu'on va pas comprendre et le public va se sentir, ils craignent que le public se sente idiot. Bon, ils font pas confiance au public, voilà. Et ma question c'était, est-ce que vous savez quel est votre auditoire en fait? Est-ce que ça, vous avez... Alors, on n'a pas de détails par émission. Le week-end, il n'y a pas de sondage équivalent à ceux de la semaine. Donc moi, j'ai une vague idée, mais même pas d'idée. Non. On sait globalement à l'échelle de France Culture, on sait que le public de France Culture est un peu plus jeune que celui de France Inter parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Nous, on le sait parce qu'on a eu la chance de faire quelques émissions en public, et notamment les forums à la Sorbonne, et on sait qu'on avait un public, et puis par ailleurs dans les messages qu'on recevait beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants qui se servaient de la méthode scientifique d'ailleurs comme outil pédagogique. Mais c'est intéressant ce que vous dites, ça me fait penser à une anecdote assez amusante que je vais vous confier, parce que vous pointez quelque chose de très juste, qui est la différence fondamentale entre ce qui peut se passer effectivement à la télé et à la radio, et ça a à voir avec ce qu'on disait de la liberté tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, et sur France Culture en règle générale, et François, je pense, approuvera ce que je dis, je pensais qu'il faut parier sur l'intelligence et sur la curiosité des gens, et pas sur l'imbécilité. C'est-à-dire pas proposer du moins 10 ans parce qu'on pense que les gens sont bêtes, mais proposer du mieux 10 ans en se disant, peut-être qu'on comprend pas tout. Et alors, quel est le problème? Est-ce qu'on doit tout comprendre? Est-ce que quand on écoute une émission de radio, vous savez bien ce que c'est que d'écouter une émission de radio? Certains d'entre vous, et parfois quand on est passionné, on écoute religieusement et on boit chaque mot, mais souvent on fait ça en faisant autre chose. Parfois on décroche l'attention 5 minutes, on revient, on raccroche. L'attention, elle n'est pas à 100% pendant les 58 minutes ou les 59 minutes d'émission. Et moi, la ligne de crête que j'ai cherché à avoir pendant la méthode scientifique tout le temps, c'est de se dire... Voilà, je prenais toujours l'idée du petit bain et du grand bain. C'est-à-dire qu'on commence dans le petit bain, et puis on avance, et puis on perd un peu pied, on va dans le grand bain. Moi, il y a des moments où je perds des pieds aussi, face à des invités, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que moi, si ça ne me parle pas à moi, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Et puis, l'idée, le fantasme de tout comprendre tout le temps, c'est avoir beaucoup de confiance dans l'intelligence rationnelle et beaucoup peu de confiance dans la compréhension instinctive, parfois un peu poétique. Parfois, on peut se laisser bercer par des paroles de mathématiciens qui sont complètement abstraites ou absconses, mais ça n'en reste pas moins une forme d'apprentissage, de découverte, d'écoute. Et c'est pas grave de pas tout comprendre, parce que si on comprend pas tout, ça peut donner l'envie d'aller chercher, et puis parfois c'est juste on se dit tiens, je vais faire pipi et puis je reviens. Enfin bref, on n'a pas besoin d'être absolument performant à 100% et de transformer 100% de discours en quelque chose d'utile. Et à cet égard, vraiment, j'ai une anecdote que j'adore, vraiment que j'adore. On était avec l'équipe de la méthode un soir, je crois que c'était un soir de fin de saison, on était parti boire des coups, et on arrive dans un bar
dans un rad un peu miteux, mais assez chouette, vers Belleville. Et le patron comprend qu'on est de France Culture. Il dit ah mais moi j'adore France Culture, j'écoute France Culture toute la journée à mon bar et tout. Et il sait pas qui on est. Et il dit mais moi il y a une émission que j'adore sur France Culture, c'est incroyable, ça s'appelle La Méthode Scientifique. C'est fou parce que je suis pas scientifique et en fait la méthode scientifique on comprend rien mais on comprend tout. Déjà, genre, en fait, c'est le slogan de l'émission. La méthode scientifique, on comprend rien, mais on comprend tout. Voilà, bon, c'était gagné, quoi. Oui, et puis j'ai aussi une anecdote. Quelqu'un me disait un jour, j'ai adoré l'émission de la semaine dernière, mais vraiment adoré. Je ne sais plus quel était le sujet, mais j'ai adoré. Alors, on se dit, mais alors, si cette personne a adoré et qu'elle ne se souvient plus du sujet, voire un peu du contenu, c'est qu'elle capte quelque chose qui n'est pas dans le discours premier de programme de signification directe, mais dans une espèce d'intensité un peu souterraine, d'élan, de choses comme ça. Et je crois que c'est ça qui en définitive reste quand on écoute la radio. Après, on revient sur le sujet, mais il faut qu'il y ait d'abord cette espèce de lame de fond. Que ça, c'est la phrase de Nietzsche qui disait l'oreille, organe de la peur. C'est-à-dire que l'oreille, elle entend et elle capte un peu trop par rapport à l'œil. L'œil, il sait tout de suite. L'oreille, des fois, elle comprend rien. Mais elle est beaucoup plus marquée et beaucoup plus impressionnée que l'œil. Et je crois que c'est effectivement ce que disait Nicolas est tout à fait vrai. C'est-à-dire que on comprend rien, mais malgré tout, il y a une compréhension qui se fait. Alors ça, c'est très mystérieux. Et je crois que c'est le vrai mystère radiophonique, il est là. Bah écoutez, je pense qu'on va finir là-dessus. Simplement, avant qu'on se sépare, vous rappelez que nos deux invités sont aussi des auteurs. Et on aurait pu évoquer ici aujourd'hui la passionnante biographie de Georges Bernanos. Bernanos, c'est la science-fiction, grand sujet. Voilà, exactement. Alors je ne sais pas si le livre est disponible ici. Je ne le vois pas sur les tables, mais en tout cas, plongez-vous-y, c'est passionnant. Et puis on a ici, je vais vous le montrer, le livre sur l'espace de Nicolas Martin, où il s'est fait accompagner de spécialistes de différents sujets. Et c'est aussi une superbe introduction où on est plus dans le on comprend tout que dans le on comprend rien, clairement. Voilà, et ben je vous remercie infiniment. C'était très émouvant pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais je m'en souviendrai longtemps. Au revoir.